Bon jeudi, bienvenue dans le troisième épisode de la saison 2 du Paddock en compagnie de Jean-Michel Tremblay. Salut Jean-Mich! Hey, salut PO, comment ça va? Ça va super bien toi de même? Ça va très bien quand on parle de course automobile, ça peut pas mieux aller. Ben c'est ça, on est très de bonne humeur en ce moment avec notre ami Gab Dello de Énergie Abitibi. Salut Gab! Salut, 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 salut. Hey, content de te retrouver dans la saison 2. Écoute, on Ouais, s'est texté depuis le début. Hey, on reprend ça bientôt. On a hâte de jaser de F1. J'avais hâte de jaser de F1 avec toi aussi. Toujours aussi mais hein, crinqué. toujours aussi craqué. Je suis bien fébrile à cette nouvelle saison qu'on va avoir. Ouais, ben c'est le fun parce que cette saison-là, en tout cas à date jusqu'à présent, est incroyable. Après deux courses, Mm. on est charmé, je pense. Écoute, justement, on va commencer avec toi, Gab. Tiens, qu'est-ce Ouais, que tu as pensé du Grand Prix d'Émilie-Romagne? On va y aller comme ça, là, ou Imola, parce que euh, le vrai nom qu'ils ont donné, écoute, on en a pour 2 semaines, ça n'a juste pas de le bon sens, là. mentionner. Là. Ouais, non, c'est ça. Ouais, Exactement. que tu pensais? Écoute, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Je trouve que cette année, la compétition s'est quand même resserrée au niveau du peloton du milieu. Puis je te dirais même au top de la ligue, là. Tu sais, dans les top 3, top 4, je trouve que ça se resserre. Les écarts se resserrent de plus en plus. Je pense que ça a été la qualification en fin de semaine dernière la plus serrée depuis 2012, quelque chose de même, entre les top 5 ou top 10. Là. Il y avait, je pense, moins d'une seconde entre le top 10, qui est vraiment très, très long. Ça veut dire que la dominance de Mercedes cette année est moindre qu'avant. Puis ça, c'est super bon, c'est hyper encourageant. On voit que McLaren, avec leur moteur Mercedes, ont réussi à faire quelque chose d'incroyable. C'est presque un miracle ce qu'ils ont réussi de faire en si peu de temps. On a Red Bull qui sont vraiment très dominants cette année, aussi avec l'AlphaTauri, qui ont un moteur Honda, eux autres aussi. Ils sont très, très forts. On a vu Gasly souvent dans le top 5, top 10 aisément. Mon Grand Prix, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Là. Beaucoup de rebondissements. La pluie a fait en sorte que ça a donné un meilleur show, un meilleur challenge. On a vu un accident, j'imagine qu'on va Oui, reparler. oui, c'est Il y a sûr. eu quand même une coupe d'affaires à gauche à droite pendant le Grand Prix que j'ai trouvé intéressant. Fait qu'on va sûrement en rejaser, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Jean-Michel, de ton côté, écoute, je pense que tu es un gars qui aime beaucoup Lewis, qui aime beaucoup Max, t'aimes voir ces shows de lutte entre les deux. T'avais apprécié le premier Grand Prix parce que justement, on a vu une belle lutte entre les deux. Est-ce que tu as apprécié le Grand Prix d'Émilie-Romagne? Ben, c'est sûr. Écoute, encore une fois, c'était la lutte avec Max puis avec Lewis. On n'a pas le choix d'aimer ça, comme Gab l'a mentionné. Ça fait du bien de voir beaucoup de compétition, surtout aux avant-plans. On sait qu'on en avait beaucoup quand même en milieu de peloton l'année passée. Mais là, cette année, c'est incroyable. Puis on a une bagarre entre deux pilotes exceptionnels. Tu sais, on sait que malgré tout, quand même, Mercedes a quand même une excellente voiture. Pas au niveau de la Red Bull. On voit quand même en qualification puis en course, là, de la manière aussi que Verstappen a gagné dans le dernier Grand Prix. Mais c'est super, c'est vraiment le fun. Écoute, deux premières courses, puis tu sais que ça va jouer en Verstappen puis Hamilton. Mais attends un peu, là, il y en a d'autres qui peuvent peut-être prétendre. Perez, il était convaincu qu'il allait faire la pole, donc ça veut peut-être dire qu'il a fait des erreurs ou qu'il n'est pas allé au fond des choses. Ça s'annonce vraiment super excitant pour les prochains Grands Prix qui s'en viennent, je pense. Oui, en effet, parce que là, les nouveaux ont peut-être un petit peu plus de difficultés avec leur monoplace. Tu as mentionné Perez qui, en fin de semaine, bon, était bien parti, l'a échappé, a eu une punition sur la voiture de sécurité, est revenu prendre sa position. Il n'y avait pas le droit, étant donné qu'il était sorti hors piste à ce moment-là. Par la suite, ça a été plus complexe pour lui. Malheureusement, bon, on n'a pas fait de point en fin de semaine dernière. Il y a eu des problèmes de volant Oui, aussi, oui, en effet, en effet. quand même à noter. Là. C'est ça. Et ça, c'est un gars qui, dans les prochaines courses, je pense, va apporter des points importants à Red Bull. Et ce sera intéressant parce qu'on va aussi avoir un championnat des constructeurs qui va être le fun parce que la position 1 et 2 va se jouer. McLaren semble bien parti pour jouer à la troisième, mais Ferrari, j'ai mis mon chandail Ferrari. Euh, Ferrari est bien placé cette année pour aussi se battre pour la troisième position. On a vu un 4 et 5 en fin de semaine. Chez les nouveaux, c'est Carlos Sainz qui a fait la meilleure performance, mais on le voit là, depuis le début. C'est plus difficile pour Ricardo, c'est normal. Norris a terminé
troisième, Manon l'a laissé passer. Et ça, c'est tout à fait normal. On le voit, Perez, c'est une adaptation. Bon, Alonso et Vettel, ça semble plus difficile encore là, de leur côté. Donc, ce sera à suivre, mais je pense que d'ici 2-3 courses, on devrait avoir le meilleur portrait de Sergio Perez et peut-être Ricardo aussi là, avec son écurie. Puis avec toutes les années, c'est tout le temps pareil. À chaque fois qu'un pilote va changer d'écurie, là, c'est pas mal, je te dirais, tous des vétérans qui ont changé pour une autre écurie. Fait que souvent, ils vont être. Ben là, je mets Ricardo là-dedans aussi, mais Ricardo a quand même fait 3 écuries en 3 ans, là, ou 2, en tout cas, bref. Ils ont toujours une adaptation là, quand on change d'écurie. C'est pas la même façon de fonctionner. Des fois, la conception de la voiture ne va pas être la même. On ne travaille pas avec la même quantité d'ingénieurs sur les pistes, en dehors des pistes. La voiture n'a pas la même physionomie que l'autre d'avant. Donc là, c'est toute une réhabilitation. Il faut tout réapprendre à conduire. Fait que, puis tu sais, les gars, c'est des pros. Fait que, oui. Évidemment, ils vont être super bons, mais ça prend toujours une coupe de courses. Ça peut être un 3, 4, 5, peut-être 6 courses avant d'être vraiment à l'aise et de pouvoir pousser la machine au maximum. Mais on a vu en fin de semaine là, que tu regardais les jeunes étaient là, je veux dire. Verstappen, Norris, Leclerc a fait une maudite bonne performance en fin de semaine. Gasly, ça a été triste, par exemple, là, pour lui. Je pense que s'il avait choisi les bons pneus, a quand même qualifié 5, si je ne me trompe pas, dans ce coin-là. Il a qualifié assez haut, le Gasly. Il a été très solide. Là. Écoute, dans ces eaux-là, là, vous me confirmerez, je suis allé de mémoire, mais Gasly, cinquième, hein, c'est ça. Tu sais, se fait 2 courses là, qui est très qui est dans le top 10, qui est très haut, qui s'en va en Q3. Donc, on voit qu'AlphaTauri peut avoir de bonnes intentions cette année, c'est sûr et certain. Puis quand tu regardes ça, c'est la dernière année d'Honda. Donc, c'est sûr qu'eux, ils ont poussé la machine au max pour avoir Red Bull compétitif, mais aussi AlphaTauri qui devrait être compétitif cette année. Donc, ce sera très, très, très intéressant à voir pour l'autre écurie qui est italienne, là, même si on n'a plus de moteur Ferrari, tout ça, mais ils sont italiens aussi. Là, ils coursaient à la maison en fin de semaine. Ça a été un peu décevant côté résultat, c'est des choses qui arrivent, là, mais quand même. Sinon, les gars, on va faire un peu de chauvinisme. Qu'avez-vous pensé de Lance Stroll en fin de semaine? Ben, Lance Stroll, je trouve ça quand même encourageant. Je trouve qu'au niveau qualification, il est de mieux en mieux. Je sais que son air de la guerre, lui, c'était vraiment de faire des tours lancés hyper rapides. Il y avait beaucoup de difficultés avec ça. Je me souviens plus, il s'est positionné combien en qualification? C'était 10e parce que son temps avait été annulé. Il était 9e devant Ocon, je crois. Oui. Il s'est quand même rendu en Q3, ce qui est encourageant. En piste, il est toujours quand même très solide. Je trouve qu'il démontre quand même des bonnes performances. C'est sûr qu'avec la voiture qu'ils ont cette année, c'est plus difficile. Ouais, on le voit. C'est pas toujours évident de lui donner une note ou quoi que ce soit parce qu'il fait un peu avec ce qu'il a. Ils ont avec les nouveaux règlements qui ont été mis en place, ben ça les avantage pas, tout comme Mercedes. Mais il réussit quand même à sortir, je dirais, des bonnes courses avec la voiture qu'il a, comparativement, mettons, à Vettel, qui est en plein apprentissage avec la voiture, qui est pas du tout pareil que la Ferrari d'avant. Éprouve encore de la difficulté, mais ça, encore là, ça peut être un mix de plein d'affaires. Tu sais, ça peut être, il apprend la voiture est pas super bonne, puis il y a un manque de confiance. Donc, c'est peut-être un peu tout ça aussi qui joue là-dedans. Mais je trouve qu'en général, Lance Stroll démontre une bonne performance. Moi, je pense qu'il est là où il doit être, en fait, comme tu l'as mentionné un petit peu tout à l'heure. L'année passée, le Racing Point était quand même la 3e meilleure voiture du plateau. Cette année, clairement, AlphaTauri est devant. Ferrari est devant, McLaren est devant. Donc, je pense que qualifier 10e, c'est pas mal dans le milieu. Peut-être qu'il aurait peut-être pu espérer battre Ocon à la 9e place. Renault, c'est Alpine, excusez. Ouais. C'est peut-être pas
le début de saison qu'on escomptait. D'ailleurs, cette semaine, j'ai vu des lectures là-dessus, puis on semble mentionner qu'on a peut-être eu des petites problématiques là, dans l'intersaison au niveau de la soufflerie, puis peut-être que ça aurait altéré un peu le développement de la voiture. Puis je sais pas si vous avez remarqué, les gars, mais ils ont un design qui est quand même assez spécial au niveau de la prise d'air, au niveau du Ouais. moteur. C'est gigantesque là, par rapport aux autres qui ont des formes un petit peu plus conventionnelles. On sait que souvent en Formule 1, on va chercher à affiler les profils le plus mince possible. On voit où les compartiments moteurs maintenant, on dirait qu'il n'y a même pas de moteur Ouais. là-dedans, tellement c'est mince. Mais eux, la boîte est tellement grosse pour amener de l'air, donc je ne sais pas s'ils se sont trompés dans leur design ou s'ils ont pris des risques peut-être qui ne sont pas payants. Mais c'est ça. Pour en revenir à Lance Stroll, je pense qu'il est exactement là où est-ce que la Aston Martin est en termes de performance. Et ben c'est ça, malheureusement, pour son coéquipier. J'ai peur. Je suis très inquiet, les gars, moi, de Vettel. Ouais. On va prendre une expression. Là. Je pense que Vettel, il est brisé. Puis je ne sais pas honnêtement s'il va être capable de revenir. Pour vrai, là, je pense que son séjour chez Ferrari, il a fait perdre tout. Écoute, il commet des erreurs de. C'est un quadruple champion du monde. Écoute, au premier Grand Prix, au freinage, il est rentré dans Ocon, des têtes à queue, plein de problèmes à Émilie-Romagne. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas si M. Lawrence n'est pas en train de regretter de ne pas avoir gardé le Mexicain. Ben, moi, en tout cas, être lui, je le regretterais, mais je pense qu'ils ont voulu faire un stunt pour lancer la marque. Je pense que c'est plus ça qu'ils ont voulu faire que aller chercher. Parce que je pense en effet que. Écoute, si ça s'améliore pas, c'est terminé pour lui. Là. Et c'est pas drôle, c'est triste. Moi, je trouve ça triste. Oui, puis en même temps, il y a quelque chose qui est étonnant un peu pour lui, c'est qu'il a été quadruple champion du monde avec une écurie qui était Red Bull, qui était vraiment dominante, qui clenchait tout le monde. Donc, ils vont être valides quand même, on s'entend, là. Mais à ce moment-là, Red Bull écrasait tout le monde. Donc, moi, en tout cas, c'est sûr et certain que j'ai un beau respect pour Sébastien Vettel, mais en ce moment, en effet, je trouve qu'il l'a pas, il l'a pas. Puis c'est drôle, hein, à chaque fois qu'on écoute le Grand Prix, si vous l'écoutez à RDS récemment, les commentaires de Pierre Houd et même des autres, c'est qu'il a l'air désintéressé. Tu sais, des fois, on chiale un peu ces vieux pilotes en disant ce qu'ils font. Bon, Kimi Raikkonen, il n'a jamais eu d'expression, mais Sébastien Vettel, tu sais, souvent, il était good guy, il était le fun. Là, il a vraiment perdu quelque chose, il a perdu une touch, mais tu l'as dit, Gab, confiance. Je pense que c'est ça dans plusieurs sports. Il n'a aucunement confiance, il n'est pas habile avec la voiture encore. La voiture n'est pas aussi prometteuse qu'elle l'aurait dû, étant donné les changements de l'aérodynamisme. Puis on a chialé aussi là, chez Aston Martin, on a fait un peu pâle copie de la Mercedes, mais on n'a pas la même expertise que Mercedes, c'est ça l'affaire. Pour ça retraquer. J'étais déçu, honnêtement, de voir ça. J'achète pas ça, moi. Je trouve ça plate plutôt que de dire, bon, mais on va travailler plus fort, puis on va essayer de s'améliorer par rapport à ça. Ben, tout de suite, le directeur général de chez Aston Martin, bon, ben là, je veux m'entretenir avec la FIA. La réglementation nous désavantage plus que les autres. Puis, comme tu l'as mentionné, ils ont le même concept que Mercedes. Là. Quand on regarde le côté, le fameux rake, là, on voit que la Mercedes et la Aston Martin, c'est pas mal, l'arrière est pas mal moins élevé, par exemple, que le concept de Red Bull ou d'AlphaTauri. Mais on a interviewé aussi Toto Wolff, puis il a dit, gars, ça a été voté à l'unanimité, la réglementation. Donc, on va faire avec, puis on va s'améliorer. J'ai trouvé vraiment ça très plate après le deuxième Grand Prix de dire ben là, ça nous désavantage, puis on veut jaser avec la FIA. Ouais, mais l'année passée, vous étiez pas mal sur Spotlight pour pas mal d'autres raisons qui faisaient que vous étiez très bon. Là. Fait que là, cette année, vous avez recopié la recette, puis ça fonctionne pas. Fait que, en tout cas. Au lieu de chialer, comme tu dis, puis d'aller voir la FIA ou quoi que ce soit, mais genre, mettez-vous la tête dans les livres, puis trouvez une solution pour réparer le problème. Mettez du temps là-dedans au lieu que d'aller chialer, là, ça sert à rien. Là. Puis je veux dire, il savait, là,
il était au courant que ça allait faire ça, non? Je veux dire, Ça a été voté à l'unanimité, c'est ça que Toto Wolff a dit. Tu sais, c'est ça. tout le monde a dit OK, on y va avec ces réglementations-là. Fait que chez Mercedes, c'est ce qu'ils font. On en jasait avec Pierre-Olivier aussi cette semaine. Et, tu sais, la nouvelle réglementation aussi cette année, Gab, que l'écurie qui a terminé premier au championnat, moins de temps de soufflerie, par exemple, que Williams, qui peut en avoir plus. Fait que, tu sais, Mercedes vont faire, ils ont déjà quand même comblé une partie du déficit avec Red Bull après seulement 2 Grands Prix, puis avec moins de temps qu'ils peuvent passer en soufflerie puis sur le développement que, par exemple, chez Aston Martin. Fait que là, rendu là, il y a peut-être des questions à se poser, mais je pense que c'est peut-être une réaction de panique, justement, vu que je pense que les attentes à l'interne chez Aston Martin étaient extrêmement élevées pour cette saison aussi. Ben oui, la voiture, les couleurs, Sébastien Vettel, tabarnouche, là, le show était parti, mais là, le pétard, il est mouillé un peu. Oui, il est extrêmement mouillé, je te dirais. Écoute, on est pas mal dans les déceptions. Bon, là, on a parlé de Vettel, Aston Martin, je pense, est l'écurie la plus décevante depuis le début de la saison. On enlève Haas, là, on en a parlé au dernier épisode, puis on le sait depuis le début que ça va être une catastrophe cette saison. Mick Schumacher va essayer de faire de quoi. Il m'a pas déçu en fin de semaine. On voit que c'est un pilote recru. Là, quand il a brisé son aileron, son ingénieur a été incroyable. Là, il l'a rassurant, dit c'est correct, c'est pas grave. Il l'a tenu tout le long. Puis ça, j'ai trouvé ça magnifique. Nikita Mazepin est vraiment un trou duc, on va se le dire. Écoute, c'est hallucinant. Là. Il n'y a pas d'autre mot, je pense. Totalement aucun respect envers l'écurie qui a permis d'aller en Formule 1. Je ne sais pas si tu as entendu, Gab, dans les échanges radio. Puis c'est même Pierre Houd, puis Bertrand Hull qui se sont offusqués de ça. C'est comme son ingénieur essaie de se donner des instructions, puis il l'envoie promener. Hey, t'es qui, toi, Mazepin? Hey! Il se prend pour le king de la place. Puis ça, on en a entendu évidemment des petits bouts de radio pendant le Grand Prix, mais il y a la même attitude en dehors de la piste, en entrevue, ou peu importe, là, avec ses ingénieurs. Il n'a pas appris de son histoire d'Instagram du mois de décembre passé. Zéro, pas tout. Là. Mais c'est un flot de riches et je pense que la FIA, à un moment donné, devra peut-être regarder qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là parce qu'en ce moment, il peut être un pilote dangereux. Je pense que les pilotes commencent à s'en plaindre. Giovinazzi en qualif, entre autres. Il a été impliqué dans un accident avec Latifi. Latifi a refermé dessus là, pour être très, très, très objectif. Mais encore une fois, il s'est viré 2 fois dans les séances de pratique. Il a terminé... écoute, il y a des sites Internet. Il y a un site Internet, c'est quand la dernière fois que Mazepin a spiné, c'est When Mazepin last spin, je crois. Ou quelque chose genre .com. Là. Il y a quelqu'un qui s'est fait un .com là-dessus. Écoute, c'est rendu incroyable, c'est rendu la risée, mais c'est pas bon pour l'image. Haas ne paraît pas bien, mais la F1 non plus, de laisser un pilote comme ça. Et tu sais, je veux dire, ça roule à 300. Tu sais, je veux dire, un accident, oui, maintenant, on le voit qu'ils sont bien protégés, puis on parlera de l'accident dans les prochaines minutes, mais Mazepin est de loin. Tu sais, je me suis dit, je vais lui laisser une chance parce qu'il a quand même bien performé en F2, puis je me suis dit, tu sais, s'il était en F2, toujours bien capable de faire le step et de piloter. S'il est capable de piloter une F1, il est capable, tu sais, je veux dire, mais il me déçoit beaucoup. Ça marche pas dans tout. Il me déçoit énormément, ce gars-là. Moi, je pense personnellement que aussi, un peu peut-être, il y a du monde qui ont dû être pris là-dedans parce que veut pas, on sait qu'Haas plus un sou. Puis qu'il n'était pas certain même de continuer cette année. Fait que là, je pense que rendu là, il y avait une option sur la table, c'était celle-là, pour espérer se rendre à 2022. En fait, là, puis tu as totalement raison, c'est qu'il y avait Mick Schumacher qui avait un sponsor allemand, le gros one-and-one en bleu, là. Ça, c'est littéralement, puis je ne sais pas si vous l'avez remarqué, les gars, là, mais les habits de Mazepin et de Schumacher ne sont pas les mêmes. Vous allez voir sur le chest, sur la poitrine de Mick Schumacher, c'est vraiment un gros one-and-one en bleu. C'est son commanditaire, OK. Mazepin, c'est l'université de Russie de je ne sais pas quoi. Ouais, ou Rock'n'Lee ou quoi de genre, là, mais oui. C'est ça. Puis sur les voitures aussi, c'est pas les mêmes commanditaires. Haas, c'est comme tu l'as mentionné, Jean-Michel, il n'y avait plus aucun sou
Donc, ils sont allés chercher le gros commanditaire à Schumacher allemand pour amener plusieurs millions. Et la même chose avec Mazepin parce que c'est un gosse de riche. mais... Son père voulait mettre de l'argent juste pour lui donner un siège en Formule 1. C'est ça qui Ouais. est arrivé. Fait que là, effectivement, il y avait un peu les mains liées parce que là, c'était comme, ben, je signe ces deals-là, ces contrats-là pour avoir de l'argent. Sinon, ben, on Mais manquer la ça, porte. ça, on le voit dans Drive to Survive quand il va voir justement là, pour ce qui est Mhm. de Schumacher, là, on le voit là, très bien qu'il va chercher En ce Allemagne, pilote-là. là. Et on a très peur que Mick soit chez Alfa Romeo. Et je pense que ça aurait été plus Ouais. bénéfique qu'il soit là. Mais on a décidé de garder Giovinazzi. Mais Giovinazzi est un Italien. Alfa Romeo est italien. Kimi Oui, Raikkonen puis je voulait pense qu'ils ont rester fait là. raison. Ouais, puis je pense qu'ils ont raison de l'avoir gardé, là, puis de lui avoir fait confiance. Là. Ouais, il laisse une Il, est quand dernière même, chance peut-être, là, parce que il a quand même corrigé certaines petites lacunes qu'il faisait. Fait que je pense que tranquillement, c'est dans la bonne voie. Il ne ouais, gagnera pas de titre, ça, c'est sûr, mais non, c'est il fait ça. la job. Ouais, pour l'instant, oui. Puis écoute, si c'est encore raison de commanditaire, Alpha, je rappelle, est italien, lui est italien. Ouais. Puis c'est le seul pilote italien de la filière de Ferrari aussi. Charles Leclerc est un monégasque. Et Lui, il n'est pas français. non, c'est Ne ça. l'insulte pas. Ne l'insulte Ouais. pas. Et pour ce qui est de Carlos Sainz, il est espagnol. Donc, c'est Ouais. sûr et certain que ça laisse un Italien dans la filière aussi. Donc, on est très près de la F1 et de Ferrari en Italie. C'est correct aussi. Mais Giovinazzi fait un job honnête. Et pour l'instant, je pense que Alfa Romeo devait se laisser aussi une saison, voir, OK, on fait quoi, là? Parce que l'an dernier, ça a été décevant. L'autre d'avant, c'était bien. Cette année, ben, si Kimi n'avait pas eu un 30 secondes de punition, on avait des points là, au dernier Grand Prix. On est capable de se débrouiller chez Alfa Romeo comparativement à l'an dernier. Ça a un peu plus de bon sens, là, parce que l'an Absolument. dernier, là, Ben, c'est pauvre. l'évolution moteur de Ferrari là, qui Oui, aide oui, beaucoup. oui. Oui, Tout oui, simplement. simplement. Et, mais là, Ouais. écoute, j'ai vu dans notre groupe, parce qu'on a un groupe privé, d'ailleurs, vous pouvez le rejoindre, là, ceux qui suivent le podcast, qui s'appelle Le Paddock, comme le. Il y a quelqu'un qui mentionnait que peut-être c'était la dernière année d'Alfa Romeo, mais j'ai pas trouvé d'informations à ce sujet-là. Est-ce que c'est à Ouais, il y titre a, de il y a, rumeur? Je sais pas. il y a même Paul, je pense, qui en avait parlé, qui disait que c'est la compagnie, l'entreprise de Peter Sauber qui ont rattrapé, mais c'est pas vraiment Alfa Romeo, parce qu'Alfa Romeo, en fait, ils n'ont pas acheté comme l'écurie puis la filière en tant que telle. C'est Ils sont juste vraiment juste. commanditaires un peu, comme Aston C'est Martin ça. était, je pense, avec Red Bull. Exactement. Ils ont comme racheté des parts de la compagnie ou quoi que ce soit pour avoir le nom Alfa Romeo, mais ils n'ont pas acheté l'entreprise. Ils n'ont pas acheté l'écurie. Donc, Ouais, c'est ça. fort probablement que l'année prochaine, ils seront juste pas là. Ouais, parce qu'au début, c'était la Sauber Alfa Romeo dans les alentours de 2017, si je ne me trompe pas, dans ces années-là. Et on le voit encore, hein, c'est Ouais. marqué sur le halo des deux Alpha, c'est marqué saubergroup.com. Donc, Mhm. ouais, on est encore là, du côté de Peter Sauber. Sauber, lui, il est là depuis les années 90. C'est incroyable. Ouais. C'est fou pareil, hein? Et un des derniers artisans, là, dans le temps, comme avant que Red Bull achète Ouais. Toro Rosso, c'était Minardi, Ouais, mais il n'en reste plus. Là. Ben, le dernier, c'était Williams, puis C'était Williams, c'est puis il est plus terminé. là. Williams. Ouais. C'est le dernier. Ouais, c'était la Donc fête. aujourd'hui, ce n'est qu'une question de gros sous. C'est ça. C'était la Ben fête à ouais. Franck le week-end dernier. Depuis vendredi, en tout cas, dans les derniers jours. Dans les derniers jours, Ouais. c'était la fête à Frank Williams. Ouais, ça c'est une triste histoire un peu, mais en même temps, je pense qu'eux, ils avaient vraiment besoin de sous et on voit des meilleures performances cette année. Les gars, si on a parlé de déception de Mazepin, d'Aston Martin, de Vettel, moi, ça a été ma belle surprise en fin de semaine de voir Latifi et Russell en Q2, les deux Williams en Q2. Oui. Et Russell, avant son accident, était quand même 10e. Il a bien fait. Latifi, bon, est sorti un peu trop tôt pour voir, mais j'ai l'impression que Williams commence à être un peu moins fond de grille qu'il l'était, là, assurément. Là, je veux dire, on décollait à la course, on savait qu'on allait finir dernier. Je pense que Williams est peut-être encourageant cette saison. Ça fait du bien. Là. Ouais. Vraiment. Ouais, mais C'est un, ça fait vraiment du bien. c'est un petit vent de fraîcheur pour Williams, puis ouais, c'est vraiment super encourageant. Et de Ben, s'exciter l'injection de d'une. capitaux, je pense, commence Ouais. déjà à apparaître. Puis aussi, quand on a pris le contrôle l'année passée avec la firme d'investissement, oui, on a remercié la famille Williams, mais on a commencé tout de suite à engager
des bonnes personnes. Donc, il y a un nouveau directeur technique, un nouveau responsable des opérations. Il y a des nouveaux capitaux qui sont rentrés. Donc, ça paraît aussi, veut pas, au bout du compte. Puis, comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'eux, ils ont le droit à quelque chose comme 115, 120 du temps de soufflerie normalement qu'on peut avoir dans une saison. Fait que si on veut utiliser ce temps-là, ben c'est sûr que ça prend des ressources financières, mais c'est ça. Mais c'est vraiment le fun. Ben, c'est motivant aussi, veut pas, tu sais, pour Latifi puis pour Russell, comme tu l'as mentionné, PO. Tu commences un Grand Prix, bon, est-ce qu'on va se qualifier 18e, 19e, 20e, peut-être 17 si on est chanceux. Mais non, maintenant, vraiment content pour les deux jeunes. Latifi, je sais pas, là, tu sais, je l'aime beaucoup. C'est un Canadien, mais c'est jamais convaincant. Je sais que des fois, je suis peut-être dur avec lui, mais tu es avec George Russell, puis c'est rarement convaincant. Des petites erreurs ici et là, des têtes à queue, des sorties de piste, je sais pas. Je trouve qu'il manque de régularité, malheureusement, même si c'est juste sa deuxième année. Je sais que je suis peut-être dur dans mes commentaires, mais il y a des gens qui, à leur première année, ont fait mieux que ça. Fait que je sais pas. Je te comprends tout à fait, puis je suis du même point de vue que toi là-dessus aussi, parce que il manque de constance, là. Puis Russell, comme on dit en anglais, c'est le benchmark, là, c'est son objectif à atteindre. Ah oui. Temps de référence. Oui, c'est ça. En fin de semaine, je pense que ça a été la première fois qu'il a surpassé Russell en termes de qualification. C'était la première fois en 2 ans. Ben, donc, il a été en Q3, mais pas en Q2. Là. C'est ça. Mais oui, écoute, j'étais content de le voir justement en Q2 aussi. J'étais content c'est encourageant. Les deux y aillent. C'est plus le fun. Bon, Tsunoda s'est planté, ça a aidé, ça c'est sûr et certain. Bon, les deux As, c'est en bas, mais honnêtement, c'est le fun. Puis Russell n'a pas manqué de beaucoup, là, la Q3. Sérieux, s'il allait en Q3, je capotais. Mais tu sais, c'est sûr et certain qu'il y a bien du monde qui me disent, wow, à la fin, c'est tout le temps même qui gagne. Même qui gagne. Ouais, mais si tu regardes ce qui se passe ailleurs, moi, en fin de semaine, en qualif, j'étais plus content de Williams finisse 12e que de voir que Perez était 2e ou de quoi de genre. Puis j'ai été triste pour Lando Norris que son temps a été annulé. Là. Déchirant, là, parce qu'il aurait parti 2e, je crois. Il y avait les deux meilleurs premiers secteurs. C'était incroyable. Hein? Je capotais. Je sais qu'il fait un autre. Ouais, ben, je pense. Tu voyais ça aller, c'était mauve. Après ça, un autre mauve. T'étais comme oui, là, mais il a vraiment perdu beaucoup dans le troisième secteur, mais c'est ça, son temps, malheureusement. Mégar, il s'est repris en course pas à peu près. Puis, terminé troisième, il a tenu tête à Lewis pendant très longtemps. Là. Honnêtement. Et c'est le fun parce que Lewis a commencé chez McLaren et on le voit son héritage. Hein. On le voit qu'il est content pour cette gang-là, puis tout ça. Puis c'était la première fois depuis 2012 qu'on avait deux Britanniques sur le podium. C'était longtemps. Oui. C'était Jenson Button puis Lewis. C'était ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, la Bo Jensen. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, tu regardes ça, puis c'est un jeune pilote, puis c'est le fun d'avoir McLaren aussi qui est une icône de la Formule 1 depuis des années aussi. On a eu. Mais tu sais, on est parti très bas, là. Souvenez-vous, là, quand on était là, écoute, avec Alonso et écoute, Stoffel Van Dorn. Les débuts de Honda, c'était une catastrophe, là. Alonso a déjà dit qu'il roulait avec un moteur de Formule 2, puis ça avait bien insulté Honda. Mais écoute, moi, je vais te nommer un nom, je pense, qui est pas mal responsable de tout ça, puis il s'appelle Zach Brown. Ouais, je pense que oui. Pour vrai, là, quand ils l'ont mis en place, là, c'est un gars qui arrive des États-Unis, tu sais, c'est comme un peu, tu sais, moi, la F1, tu connais tout ça, mais pas nécessairement obligé de connaître ça, mais connaître les structures vraiment d'une écurie, de voir, d'être capable d'analyser, de voir que on était complètement perdu de mettre les bonnes personnes aux bons endroits parce que, justement, Zach Brown, c'est oui, il est impliqué en Formule 1, mais en fin de semaine passée, je suis abonné à son Instagram qui est quand même assez intéressant. Mais lui, McLaren aussi, McLaren Arrow ont 2 voitures qui courent à IndyCar. Fait que lui, en fin de semaine, il était aux États-Unis, il était dans son gros campeur. Puis là, il dit, regardez comment je suis la course de Formule 1. Il arrive avec son laptop, puis là, il communique directement avec les ingénieurs qui sont en piste du côté d'Imola, mais lui, il était aux États-Unis. Et vraiment, ça a l'air d'être une personne formidable. Là, 2 semaines aussi. Je pense que c'est avec l'équipe
Andretti ou l'équipe de Rosberg dans le nouveau championnat Extreme E. Il gère aussi une écurie là-bas, puis il était là-bas dans le désert à l'autre bout du monde, gérait ça, puis c'était un maniaque, un tripeux de course, puis je pense qu'honnêtement, le RDS l'ont fait mention aussi, Zach Brown, il a réussi à amener de la stabilité, à amener les bonnes personnes. Lui, Lando Norris, c'est le sien, il l'a choisi, il est allé le chercher. On le voit un peu dans Drive to Survive aussi, que c'était vraiment, c'est Lando. Là. C'est un petit peu comme Verstappen chez Red Bull. Hamilton, chaque équipe, presque, ont un peu leur pilote fétiche. Mais je pense que ça s'est passé comme ça aussi. Mais Zach Brown, vraiment, chapeau. On a changé, là, on a clairé le Honda, on était là avec Renault, ça marchait pas super bien. On a pris le pari de dire, regarde, on va y aller avec la Mercedes. Le moteur, comme tu l'as mentionné au début de l'épisode tout à l'heure, écoute, en quelques mois, ils ont réussi à intégrer un tout nouveau moteur, puis on le sait, normalement, il faut presque que tu redessines la partie arrière au complet parce que le Renault et le Mercedes, c'est deux concepts de moteur qui sont différents. D'ailleurs, je pense que dans l'intersaison ou pour l'année prochaine, Renault va mentionner qu'ils veulent peut-être changer leur concept aussi. Parce que là, c'est très abstrait ce que je vais vous dire, mais je pense qu'au niveau du concept moteur, chez Honda et chez Mercedes, je pense que le turbo n'est pas intégré totalement au moteur ou l'inverse. En tout cas, il y a un concept qui est différent de chez Renault. Et même Renault disait qu'en 2022, ils songeaient beaucoup peut-être à s'enligner vers ça parce qu'ils ont vu justement que Mercedes, ça fonctionne bien. Puis Honda aussi, que ça fonctionnait bien. Au début de l'épisode, tu en parlais, je voulais faire une petite intervention, mais là, on est passé à un autre point. Le moteur que Honda a mis en place cette année, il était prévu pour l'an prochain initialement. Puis étant donné que c'est leur dernier tour de piste qu'ils voulaient faire cette année avec Red Bull, puis avec AlphaTauri, on dit, gare aux ingénieurs, on met les bouchées doubles, puis on va le livrer cette année. On va partir en beauté. Puis c'est vraiment bien parti pour le moment. J'espère que la fiabilité va être au rendez-vous, mais le premier Grand Prix, Verstappen, il dit, écoute, enlève les ailerons, puis c'est un missile là, qui me pousse, là, qui dit c'est incroyable. Fait que, on dirait qu'ils ont rattrapé certains retards. L'année passée, Verstappen se plaignait aussi avec le Honda qu'au bout d'une ligne droite, il manquait d'énergie électrique avant la fin. Mais maintenant, c'est le problème de Mercedes cette année. Norris en a parlé. Il dit, j'aurais pu aller plus vite, mais au bout de la ligne droite, il y a 160 chevaux qui arrêtent directement quelques mètres de plus. Ça y aurait peut-être apporté les dixièmes de seconde qu'il avait besoin pour partir en pôle au deuxième. Mais ouais, belle année au niveau des motoristes aussi avec Ferrari qui a fait du bon boulot. Je pense qu'on est plus égal un petit peu pas mal cette année de ce côté-là. Donc, c'est plus intéressant à suivre. L'année passée, Ferrari écoute, a mis à la traîne 3 écuries, incluant la sienne, juste parce que leur moteur n'était pas performant. Fait que c'est le fun d'avoir le plateau qui est nivelé un petit peu plus. Mais tout ça pour dire que Zach Brown a fait une c'est ça. Ça dire, Zach Brown, on l'aime. Hey, le nouveau pari de Daniel Ricciardo est incroyable. Vous le savez, avec le stock car de Dale Earnhardt, là, c'est fou. S'il fait un podium, et il y a le numéro 3 pour, tu sais, numéro 3, c'est hot. J'ai vu justement une vidéo passée récemment de Dale Earnhardt qui est en train de laver son pare-brise assis sur le bord de sa voiture pendant que ça roulait en sortant des pluies. Et là, il est assis puis il lave son windshield, il rentre dans son corps puis il y va. Hey, écoute, c'est le stock car de ces années-là, c'est incroyable. Le stock car de ces années-là, c'était fou raide, mais oui, je veux dire, tu connais pas le NASCAR, tu sais que Dale Earnhardt existe, là. Ben, existait, là, on s'entend, là. Il existe maintenant comme légende, là. Mais c'est fou raide, là, à quel point. Mais tout un pari. Moi, je serais bien content que mon boss me donne ça comme. J'aurais le goût de le faire, le podium, hein? T'as-tu le goût de le faire, le podium? Clair. Mais... Avez-vous vu la vidéo avec Ricardo qui fait juste prendre son petit modèle miniature puis il est fou comme la merde? Ouais, c'est ça. Il enfant qui va avoir un cadeau à Noël. C'est moi? C'est le fun. C'est le fun de voir à quel point une écurie. Puis, tu sais, mon point de départ était là, c'est qu'il y a eu des années où ça a été extrêmement difficile pour McLaren. Et là, c'est le fun de les revoir, justement, contender. Il y a une belle chimie aussi. Ouais. Il y a une belle chimie dans l'équipe, tu le vois, là, juste dans les unbox ou dans les trucs qu'ils font en dehors de la piste. Là, tu le vois juste en vidéo, ils ont l'air de bien s'entendre, la chimie passe bien. C'est quand même très important dans une écurie. Oui, en effet. C'est ça, je pense, c'est notre c'est quasiment unanime en ce moment. Pas mal notre coup de cœur depuis le début de la saison. Je sais que Lando Norris, c'est un de tes pilotes que tu aimes beaucoup, Gab. Je le suis depuis qu'il est en F2. Là. C'est ça, c'est un que tu me parles depuis qu'on se connaît, depuis qu'on se parle de F1. Donc, je suis content pour
pour le petit gars, parce qu'il n'est pas même vieux. Puis je suis content de voir que McLaren a fait une excellente performance encore une fois en fin de semaine. Hey, parlons d'accidents. Il y en a eu en fin de semaine. Hein? Ça n'a pas été. J'ai parlé de celui de Latifi Mazepin. Bon, t'es comment à maudit Mazepin à la merde. Bon, finalement, c'est Latifi qui a refermé un peu trop vite. Ça s'est clos. Sur le départ, il semblerait que ça s'est touché un peu. Bon, on a dit qu'il n'y avait aucune investigation sur le départ Hamilton et Verstappen. Mais tu sais, en même temps, si la F1 ne peut pas jouer du coude, ça va devenir un spectacle trop plate. Là. Je pense que c'était... Dites-vous là, que si ça avait été Hamilton à la place de Verstappen, là, OK, on inverse les rôles encore, là, je vous garantis qu'Hamilton aurait fait la même affaire si c'est pas pire. Fait ben, c'est risqué, c'est cowboy, mais il faut un peu de cowboy, je pense, en Formule 1. T'as pas le choix. Puis on l'a vu, tu sais, je veux dire, pour battre Lewis, tu sais, Verstappen n'allait pas faire ok, oui, je vais rester derrière et je vais, tu sais. Non, je pense qu'il a fallu y aller. Là. Il l'a vu à Bahreïn. C'est à ça. la fin, il n'a pas été capable. C'est ça. Ouais, je pense que ça a donné le ton à la course aussi. Tu sais, quand il y a une course qui commence comme ça, la pluie, on voyait rien. C'était comme. C'était incroyable. Les caméras on-board, là, on voyait absolument rien. Avez-vous vu, les boys, la conférence de presse après, quand il interviewait Verstappen, il disait, les journalistes, ouais, vous êtes touché? Ouais, non, c'est pas touché. Lewis dit. Là, t'entends Lewis à côté, genre, oui, on s'est touché. Ah ouais, je pensais pas qu'on s'était touché. Oui, on s'est touché. Ouais, je peux-tu voir la vidéo? Parce que moi, je l'ai vu c'est drôle. Ah, ouais, écoute. C'est deux top. C'est ça. Ouais, il y avait Patrick Carpentier pendant la course qui disait que les caméras on-board, c'est vraiment pire au niveau de la vision que ce que le pilote voit réellement. C'est vrai. En fait, avec l'effet de l'aérodynamisme de la voiture, fait en sorte que l'eau, la visibilité est mieux dans la voiture. Mais il dit que vraiment, les caméras, c'est vraiment pire que ce que le pilote voit vraiment. Heureusement, parce que sinon, on voyait pas grand-chose. C'est sûr et certain. La piste s'est améliorée en cours de route. On a vu quelques sorties de piste. Notamment, Lewis Hamilton qui a fait une sortie de piste. Finalement, c'est ramassé qu'il a pu reculer. Là, je sais qu'il y a des gens qui se sont insurgés, là, comme quoi il avait reculé dans la course, mais c'était sur drapeau jaune. Et je pense peut-être des gens qui cherchaient des bibittes à ce moment-là, parce que même moi, là, qui n'est pas le plus grand fan de Mercedes et ben, je respecte beaucoup Lewis Hamilton, là, mais tu sais, je veux dire, s'il fait quelque chose que la FIA laisse passer, je vais monter aux barricades, mais j'ai pas vu C'est tout à fait légal. Là. C'est tout à fait légal. Là. Je pense qu'il n'y avait pas de problème. Il sortait du bac à gravier bien relax. A été chanceux parce que tout de suite après, le pilote Mercedes, Valtteri Bottas et Russell, George de son prénom, sont en contact. Là, les gars, je pense que ça a été le débat de la fin de semaine pour tout le monde. À qui la faute? Ben, moi, j'en suis venu à une conclusion. Premièrement, d'après moi, c'est un incident de course. Mais je pense que c'est un peu plus la faute de Russell que de Bottas. Puis, je dis que c'est un incident de course parce que à 300 km/h, je sais pas si tu le sais, là, mais les réflexes, là, c'est pas la même affaire que quand tu fais un petit peu de poudre dans ta rue. Là. Ouais. Moi, de ce que j'ai vu des caméras on-board, je suis allé revoir un peu aussi la patente en ralenti puis en faisant pause. Il était pas mal côte à côte. C'est sûr que là, Bottas était en avant, Russell a pris l'aspiration et il y avait seulement qu'une ligne sec, puis l'autre s'était mouillé un peu. Donc là, Russell est sorti de la piste sec. Bottas est à gauche, laisse en masse d'espace. Ça, c'est sûr, il n'y avait pas de problème. Mais tu vois qu'il y a juste une petite affaire vers la droite. À 300 km/h, j'imagine que Russell a fait « Oh shit! » Il a viré beaucoup trop à droite, il a trop réagi. Puis là, ben, il s'est sorti de la piste, puis c'est là qu'il a pogné la bande blanche sur l'asphalte, puis qu'il a mis une roue dans le gazon. Et là, tu as entendu le moteur révolutionner. Et là, ben, il a perdu le contrôle littéralement et il est venu frapper dans Bottas. Merci au Halo encore une fois, parce que Bottas l'a mangé en pleine tronche et ça n'aurait pas été beau. Fait encore une fois, merci au Halo d'exister et d'être aussi résistant que ça. Puis ben, après ça, ben, ça a fait bing bang pif pouf. Mais je pense vraiment que c'est un incident de course. Puis que c'est peut-être un petit peu plus de la faute à Russell. La manière qu'il a réagi, ça c'est non. Surtout venant de Russell, qui est un gentleman, là, comme il n'arrête pas de dire. Là. Il a toujours une attitude exemplaire, ce gars-là. Je trouve qu'il est quand même mature pour son âge. Toujours les bons mots à dire.
Mais là, il y a juste vraiment une fuse qui a pété quand il est sorti de la voiture. Il n'était pas content. Je le comprends, Bottas non mais, plus. Ouais, c'est ça. Il a mais fait c'est Jarvis, un ça. petit. Un beau petit finger, là. un petit finger. Mais c'est ça. Les deux, t'es à chaud, tu viens de te péter la gueule à 300 km/h. C'est sûr que les idées sont pas Ouais, toutes aux bonnes places. Mais c'est un peu, en gros, ce que je pense de la situation. C'est un incident de course, on passe à autre chose. Rami. Ben moi, je suis un peu à la même place que Gab. Dans le fond, c'est on en jasait un petit peu cette semaine avec les gars dans notre groupe. Puis moi, c'est vraiment à la reprise, c'est le son du moteur Ouais. de Russell, comme tu as parlé un petit peu tout à l'heure. Quand j'ai vu que ça menait, puis là, un moment donné, tu sais, je me suis dit, Crime, si tu vois que tu n'as pas de place, parce qu'il n'était pas complètement à sa hauteur, il était quand même un peu en retrait, mais là, si tu vois que Bottas est en train de se rabattre sur toi, je me suis dit, il aurait peut-être pu lever le pied, mais tout ce qu'on a entendu, c'est le moteur qui s'est emporté aussitôt comme tu dis, qu'il a passé sur la ligne blanche puis dans le gazon. Moi, personnellement, je pense que c'est ça qui l'a fait déraper, c'est quand la Ouais. roue arrière droite C'est s'est sûr. mise à spinner, c'est ça qui sûr. l'a envoyé dedans, puis là, il a totalement perdu le contrôle. Fait que je pense qu'il a été téméraire puis qu'il aurait peut-être dû, mais c'est sûr qu'à 300 km/h, c'est facile de dire ça en analysant. Ouais. Lui, il était sur l'adrénaline au bout. Fait que peut-être que, tu sais, lui, il s'est dit, ça passe, mais ça passait pas. Fait que peut-être qu'il aurait pu lever le pied puis se reprendre peut-être au tour suivant. Ouais. Là. Mais c'est ça, je suis à peu près à la même place que toi là-dessus. Je pense qu'il y a de l'expérience à acquérir, le jeune homme. Ben oui, On ben oui. Je pense qu'on l'adore tous, là. George Russell, on l'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est rétracté là, cette semaine. Là, a été un peu plus politically correct comme il est capable. Oui, il a bien fait ça par la suite, mais j'ai été surpris, là. Même après ses commentaires, tout ça, tu fais pas ça. Et il n'aurait pas fait ça à un autre pilote. Là, Toto Wolff n'était pas trop content non plus parce qu'on sait qu'il est filière Williams pas mal. Il est, pas Williams, Mercedes, qui pilote maintenant la Williams, mais il a quand même remplacé. J'ai trouvé ça. Écoute, j'ai trouvé ça intense un peu de sa part parce que au début, j'étais comme, hey, Kim, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est allé un peu trop vers la droite? Peut-être, oui, mais tu sais, je dirais peut-être 55-45. C'est pas un vrai 50-50. Je pense que Russell est peut-être allé un peu téméraire, comme tu disais. D'ailleurs, il a réagi sur Twitter et il a marqué que, bon, hier, c'était pas, si on parle quand même là, de dimanche, là, dimanche dernier, mais il disait que c'était pas la journée où il est le plus fier. Tu sais, pensait que c'était sa meilleure opportunité justement de marquer des points cette saison. Puis là, quand ces points, ces points-là sont vraiment importants pour eux, ben, il dit, tu prends certains risques et ça n'a pas fait. Il dit qu'il doit prendre la responsabilité pour ça. Et j'ai Lewis Hamilton aussi en réponse qui dit la force vient de la vulnérabilité. Je suis désolé, je traduis de l'anglais direct. Et si tu prends pas, si tu fais pas d'erreur, tu pourras jamais prendre de leçons. Il dit respect pour avoir pris la responsabilité. On to the next one. Donc, à la prochaine. Lewis, je l'adore sur les réseaux sociaux là-dessus envers les jeunes pilotes. On voit que cette année encore plus, là, il l'a fait avec Norris, il l'a fait avec Russell l'an dernier quand il s'était viré justement à Imola sur le safety car. Mais ça, c'est un bel exemple de l'humain qui est Lewis Hamilton. J'ai trouvé ça très, très hot ce qu'il a fait justement. Il l'a fait en Norris aussi après qu'il a été déçu de sa qualification. Ben, tu sais, comme tu l'as dit, Lewis, c'est un spirit guy. Là. Il est vraiment. Lui, quand on voit ses publications sur Instagram, les réseaux sociaux, il est vraiment. C'est un gars qui est il est très spirituel. Il a vraiment de l'empathie pour les autres. Il les comprend. Puis, oublions pas, là, quand il était jeune, là, son père, il a tout sacrifié pour lui. Il n'avait pas une scène quand il était. Il est quand même capable il est quand même capable de souvenir c'est quoi la base, puis c'est quoi quand il était jeune de courir avec un kart, un peu comme notre ami Chiopini, là, qui nous disait que son kart était peut-être pas au niveau des autres, là, mais gars, il a réussi à faire des belles choses quand même, puis aujourd'hui, il est rendu là. Mais c'est ça, tout ça pour dire que j'ai trouvé ça super cool qu'est-ce qu'il a fait avec Norris, puis super cool qu'est-ce qu'il a fait avec Russell aussi.
Puis, tu sais, pour ces deux jeunes-là, tu fais, OK, tu sais, le gars qui a 7 championnats du monde, puis, tu sais, il m'encourage. Ben, je sais pas. Moi, je pense Je pense qu'il passe le il devait être flambeau content tranquillement aussi. ouais, Ouais. c'est ça. J'adore ça. Il devait être content de se faire dire ça, justement, par un gars d'expérience comme ça. Regarde, c'est comme moi, j'ai 7 championnats, j'ai 99 pôles. Puis, mais gars, c'est de l'expérience que tu as. Plus tard, là, ça va te servir, puis tu ne les recommettras plus, ces erreurs-là. Puis, pour conclure, Russell essayait de dépasser une Mercedes avec une Williams. C'était très culotté. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais ça va être le fun pour les prochaines, ouais. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, Russell, il faut qu'il fasse ses preuves présentement pour avoir le becquet de Mercedes l'année prochaine, peut-être. Fait que tu sais, il y avait ça aussi qui comptait en jeu, là. Tu sais, je veux dire, Russell, j'avoue qu'il passe Bottas, là. J'avoue qu'il passe Bottas, c'est sûrement kické out. Bottas, l'année prochaine, ça m'étonnerait grandement. Moi, si j'étais son agent, je ferais déjà des coups de fil pour trouver un autre siège ailleurs dans une autre ligue de course, quoi que ce soit, parce que ça m'étonnerait grandement que Bottas revienne l'année prochaine. Russell, c'est le gars que je vois l'année prochaine avec Mercedes. On va être en 2022, on va avoir une nouvelle voiture, fait que je pense que c'est le moment parfait de l'intégrer dans l'écurie. Peut-être que si Lewis gagne cette année son 8e championnat du monde, il n'y aura plus rien à prouver. Va lever le camp aussi. Fait qu'on va pouvoir mettre quelqu'un d'autre à la place à Mercedes aussi. Ou garder Bottas, mais encore là, je ne penserais pas. Bottas, Russell, je ne suis pas sûr. Un nouvel alignement. C'est ça. Fait qu'on partirait peut-être avec un nouvel alignement avec Russell et un autre pilote. J'ai pas de encore sur le deuxième pilote qui pourrait être là, mais. Bon, il y en a certains qui disent que Verstappen pourrait y aller. Je sais pas, peut-être. Je pense que c'est le fantasme. Semble-t-il que Verstappen, il y a des clauses dans son contrat que si, je pense, d'ici cette année, il gagne pas, il n'est pas champion du monde, il y a des clauses il peut sortir de son contrat. Là. Je ferai des recherches un peu pour la prochaine épisode, mais c'est pas la première fois que je lis ça. Donc, il y a vraiment des clauses de performance que si Red Bull n'est pas capable, par exemple, de délivrer une voiture pour être champion du monde avant, je pense même que c'est cette année, il y aurait possibilité pour lui de se libérer de son contrat. Mais encore une fois, en 2022, c'est la grande inconnue. C'est un reset pas mal collectif. On a une bonne idée qu'il y en a quand même qui vont être devant. Mais avec ce qu'on nous promet, le retour de l'effet de ça, les dépassements qui vont être plus faciles et tout. Donc, ça va prendre aussi un certain temps avant que les ingénieurs puissent développer aussi certaines tendances ou contournements des règlements pour améliorer les performances. Fait que on ne sait pas comment ça va être l'an prochain, mais je pense, encore une fois, le plafond, le cap salarial des pilotes va venir mettre un frein, selon moi, à ce genre de choses-là, des duos de pilotes incroyables. Des genres de Dream Team, là, tu sais, un Verstappen, mettons, je sais pas, moi, qui gagne 20 millions par saison, mais ça n'en laisse pas beaucoup pour les autres. Peut-être qu'il gagne plus cher que ça, Verstappen, chez Red Bull. Ça serait pas surprenant qu'il soit pas loin des salaires de Hamilton, là, même s'il n'a pas gagné de championnat du monde et qu'il a juste 11 victoires, on va quand même se le dire. Il n'y a pas le palmarès. Mais il est très jeune. Mais son talent, il est incroyable. Là, il est très jeune. Il est indéniable. C'est ça. Mais en tout cas, ça sera des choses à voir, mais c'est ça. Je pense qu'à cause du cap salarial des pilotes, c'est peut-être pas le genre de choses qu'on va pouvoir voir, comme tu dis, là, vraiment des Dream Team ou comme dans le temps de Senna, puis Prost et compagnie. Là. Mais c'est ça. Bref, ça sera à voir. La F1 se dirige vers des réductions de coûts importantes. Puis pour assurer sa pérennité, je pense que c'est ça que ça prend. Puis nous autres, gars, en tant que fan, je suis convaincu qu'on va avoir du bon spectacle quand même l'année prochaine. Tu l'as vu, P.O., quand cette semaine, on jouait dans notre ligue de Formule 1, puis on a pris les Ferrari 2004. Gab, tu as dû voir ça. Il n'y avait pas de DRS. Puis les voitures, là, on pouvait faire des dépassements avec l'aspiration. On était comme dans une autre époque. Puis c'était le fun en maudit. Fait que je pense que c'est ça qu'ils veulent faire l'an prochain avec la F1. J'entendais des pilotes parler aussi, puis pour eux, c'est intéressant. Je veux dire, c'est le fun d'avoir des effets de sol. C'est trippant pour eux aussi d'avoir une voiture qui est capable de dépasser. Tu sais, quand tu viens de te mettre en arrière d'une voiture, puis quand tu perds tous tes appuis, là, c'est pas plaisant pour eux non plus. Là. Non, c'est ça. Puis en même temps, le gap va être différent entre la première puis la 10-12e. Donc, je pense que c'est vraiment une des meilleures choses qui peut arriver pratiquement à la F1. De changer d'air, et je parle pas de era, là, de R-E-A-R-E. Pas ailleurs. Mais puis j'ai hâte de voir aussi l'an prochain. On a annoncé Miami, 2 Grands Prix aux États-Unis. Ça va être cool, ça.
J'ai hâte de voir, sérieusement. D'ailleurs, allez voir la vidéo de Red Bull là, qui est sur la plage à Miami, tout ça. Ah, Ils sont hot C'est là-dessus. vraiment hot. Ils sont hot là-dessus, Red Bull, ouais. honnêtement. Et en tout cas, je pense que c'est une bonne chose d'avoir deux Grands Prix aux États-Unis. On sait qu'on a le COTA, Circuit of America, euh, of the America. Donc, lui, il reste là. Il est à Austin, au Texas, je ne me trompe pas. Hein? Oui, c'est C'est-tu en là? plein Ouais. ça. Ouais. Ouais. Puis là, on va avoir Miami. Miami va se passer dans les alentours du Hard Rock Stadium, qui est le domicile des Dolphins de Miami dans la NFL. Donc, Mm. c'est un autre circuit routier. On met beaucoup d'urbains. Hein? On a ajouté cette année un autre circuit. C'est en Arabie Saoudite. Il est urbain. L'an dernier, on avait ajouté Hanoï, qui finalement est jamais venu. Et Dieu merci, va Ouais. disparaître du jeu F1 parce que c'est infernal comme course. C'était C'est pas super le fun. un autre routier, là, un autre circuit dans Mm. les rues. Donc, ouais, ça semble être la mode là, en Formule 1. Ben, c'est parce que ça fait un show. Oui, Ça fait un show, tu sais, je veux dire, Ouais. c'est plus restreint, c'est plus serré, c'est sinueux, donc il y a plus d'impact. Ben, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là. Mais ça fait plus d'action. Un circuit routier, c'est des circuits de pilote, fait que c'est le fun à voir pour le spectateur. ouais, À Miami, ça va être la place pour ça. Là. ah, c'est fou, là. Mm. C'est l'endroit le plus hot là, en Floride. De l'argent, en veux-tu, en là, il y en a Ah là-bas ouais. sans aucun problème. Puis le propriétaire, je pense, des Dolphins, c'est lui, justement, qui va être le promoteur de l'événement. Puis il mentionnait que sur la promenade, sur le toit du stade, là, dans les quatre coins que tu vas être, là, tu vas pouvoir voir à tout le circuit au complet. Fait que, Ah, ouais. d'après moi, ça va être un maudit bon show que la Formule 1 va faire là-bas. Puis c'était un projet que caressait, Oui. je veux pas, Liberty Media depuis le Mhm. début. Fait que je pense que ça va être une super bonne chose. Puis écoutez, je fais un petit parallèle. J'ai pris connaissance de ça aujourd'hui. Je pense que c'est un article qui était dans le Journal de Montréal qui mentionnait que maintenant qu'il y a deux grands prix aux États-Unis, ça pourrait justement peut-être être quelque chose qui aiderait le Canada. C'est qu'on n'a pas voulu C'est dire où est-ce qu'il sûr. serait vraiment placé, mais probablement qu'il serait la fin de semaine après celle du Canada. Parce que la F1 ne veut pas faire 3 déplacements en Ah, Amérique ouais. du Nord. On aimerait ça en faire 2. Fait qu'à ce moment-là, le Grand Prix de Miami, le Grand Prix du Canada pourraient peut-être même travailler ensemble, justement pour partager les coûts C'est des bon. bolides qui vont venir ici. Fait que ça peut être quelque chose d'intéressant parce qu'une fois Ouais. qu'on est à Montréal, ben après ça, je suis pas sûr qu'on va prendre l'avion. Ça va peut-être descendre en camion au courant de la Ouais. semaine. Fait que ça coûte quand même pas mal moins cher de faire descendre le matériel comme ça. Peut-être même en bateau, tu sais, on le sait pas. On Mhm. embarque ça d'un conteneur au port de Certainement. Montréal, puis on descend ça à Miami, puis ça prend quelques jours. Fait que c'est ce qu'on mentionnait, que ça pourrait être Très une intéressant. opportunité intéressante de réduire les coûts Ben pour le oui, Grand Prix vraiment. du Canada. Puis ensuite de ça, ben, c'est ça. La F1 ferait un autre arrêt plus pour l'Amérique du Sud. Donc, on ferait Austin, Mexique et Brésil par la suite. Donc, à ce moment-là, ça permettrait de faire seulement 2 escales en Amérique. Donc, une en Ouais, parce Amérique que du là, Nord t'en et une rajoutes une. Là. en Ouais. Amérique. C'est Absolument. en plein ça. Fait que Ouais. Mhm. ça pourrait être quelque chose de très bien. Puis nous, en Floride, il fait pas mal tout le temps beau. Fait que je suis pas mal convaincu qu'au mois de juin, ben, on aurait un beau spectacle. Donc, c'est le fun. Mais là, qui va sortir du calendrier pour rentrer celui-là? C'est Ben là, il y a une bonne déjà des question, là. remplaçants cette année. Là. On a déjà Ouais. Imola qui est là comme remplaçant. Le On n'ira pas à 24 Portugal. Grands Prix, je pense pas. Non, Là. Non. je sais pas, je sais pas. On a Hey, le c'est beaucoup Portugal. 24, là. Portugal est remplaçant aussi, je ne me trompe pas. Oui, Portimao? Euh, Portugal, Oui. oui. Ben, ouais, Portugal, puis justement, Émilie-Romagne remplaçant encore cette année. Ça remplaçait la Chine qui devait avoir lieu là 2 semaines, Puis je oui, c'est crois. l'Australie? vrai. Puis l'Australie, effectivement. Ben, il y avait Bahreïn qui remplaçait Australie. Ouais. Mais Émilie-Romagne, je pense qu'il a été inséré, lui, si je ne me trompe pas, ou le Portugal qui a été inséré, mais il ouais, y en a un des deux qui remplaçait la Chine. Oui, parce ouais, que Je me c'est dans ça. souviens plus c'est lequel. Ben, il y avait déjà un pilote avec un point Ah oui, d'interrogation. Je ne savais pas oui, il y c'était avait un quoi. spot de libre, c'était en plein ça, c'est c'est ça, tu as ça. raison, Ouais. Gab, Ouais. effectivement. Mais théoriquement, l'Australie pourrait avoir lieu à l'automne. Fait qu'il n'y a pas. On parle de Le mi-novembre ou fin novembre novembre, je crois. 19 au 21, là, j'ai la cédule d'en face, l'horaire. Ouais, le Ouais. prochain Grand Prix, c'est le Portugal et par la suite, on ira
pas en Angleterre, en Espagne, à Monaco, à Azerbaijan, Canada, toujours point d'interrogation, à moins que ça se confirme cette semaine. On sait que ça a brassé, là, donc on verra. On parlait de quelques heures même. Ouais, c'est ça, mais là, c'est sûr que pour les gens, là, la technicalité de la patente, c'est qu'on est en train d'enregistrer, il est mardi. Donc, on ne peut pas confirmer là, que c'est fait ou non. Donc, à ce moment-là, on va se taire sur le Grand Prix du Canada. On aura nos commentaires au pire dans une émission qu'on fera un peu plus tard. Mais pour l'instant, le Portugal la prochaine, j'ai hâte de voir. C'est une piste qu'on a vue l'an dernier. Écoute, je ne sais pas si j'étais dans les limbes ou j'étais hangover cette journée-là. Je ne me souviens pas de cette course-là pour 2 scènes. Mais écoute, j'ai vu le circuit, ça a l'air cool. Ça a peut-être pas été marquant au niveau spectacle, peut-être. Ouais, mais peut-être. Bonne nouvelle, on va pouvoir la rouler dans la fin 2021. Oui, le jeu. Il y a Imola, Portimao, puis Djerba, je pense. Le Grand Prix d'Arabie Saoudite aussi, là, qui va être ajouté. Fait que ça va être super le fun de pouvoir essayer ces nouveaux circuits-là. Moi, je suis moins fan un peu de. On en parlait tout tu sais, moi, Singapour, je suis plus amateur de circuits permanents. C'est sûr que les classiques pour moi, ça demeure les circuits originaux, l'Espagne, l'Italie, Canada et compagnie. Même le circuit des Amériques aux États-Unis, c'est un circuit neuf, mais c'est un maudit beau circuit. C'est un circuit permanent. Je suis moins fan un peu, moi, des circuits temporaires, là, mais c'est une opinion qui est personnelle, mais je sais que pour la F1, ça attire énormément. Parce que t'es moins vite dans les jeux, dans ces jeux, dans ces courses. Là, je suis pas pire à Bakou. C'est vrai. Azerbaijan, il n'est pas trop pire. Il est pas trop Hey, les gars, un gros merci d'avoir jasé F1. Écoute, on se laisse quelques secondes, puis on jase bière dans les prochaines secondes dans le podcast Le Paddock. Fidèle à notre habitude, on termine notre épisode du Paddock en jasant bière. Et écoute, là, on a 3 bières. Oh, ouais, pour la première fois de la saison, on a 3 bières. Écoute, Jean-Michel, tiens, je vais te faire commencer ta bière de la semaine. Yes, écoute, on y va avec une microbrasserie que j'aime beaucoup. Pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est pas grave, ils font quand même des produits qui sont vraiment délicieux. Boréal, l'Exaltante. Oh! Première expérience pour moi avec l'Exaltante, puis pas mal exaltante, je te dirais. Là, je me sens... Ça, exalté? Vraiment délicieuse, gars. Écoute, on a tellement discuté qu'il y en aurait juste un beau petit fond, mais pour vrai, délicieuse. Une pale ale de style Nouvelle-Angleterre. Moi, j'adore les bières houblonnées. Puis celle-là, vraiment, j'ai été bien servi là-dessus. Donc, ça a bien fait pour l'épisode de ce soir. Super. Écoute, Gab, toi, de ton bord. J'ai pris la Oscar du Noctem. Il y en a différentes là, à couleur, là, mais celle-là, c'est comme la bleue et rouge foncée. C'est super bon. Là. C'est une bière, encore une fois, comme Jean-Michel l'a dit, hyper houblonnée. Ça n'est pétillant tellement qu'il y a du houblon. C'est bon. Puis là, je viens d'en ouvrir une autre. Ça fait pas si longtemps. Fait qu'on va en avoir 4 bières ce soir. Oh yeah! La microbrasserie de Castor, c'est la Topenish IPA. J'ai jamais goûté celle-là. Elle est vraiment bonne. Ça goûte vraiment pas la même chose que la Oscar. Je te dirais que ça goûte beaucoup les agrumes, l'ananas, vraiment. Puis, encore une fois, vu que c'est la micro de Castor, toutes les levures, si je me souviens bien, sont biologiques. C'est bio, oui, en effet. C'est vraiment un plus. Puis, c'est comme à l'habitude, super bon. Écoute, on va y aller avec 5 parce que pendant l'épisode, vous m'avez vu siroter une Pils qui nous vient de Pibrac. Pibrac que j'adore avec mon beau verre que Jean-Michel m'avait offert dans le temps des fêtes. Comme vous voyez, il en reste plus, elle était trop bonne. Belle petite lager blonde à 4.6. Mais étrangement, j'avais soif un peu ce soir. C'est des choses qui arrivent. Alors, Pibrac, coopérative éco-responsable et encore un excellent produit de leur part. La Pils que vous pouvez retrouver dans tout bon dépanneur. Elle est excellente. Et je suis allé dans la même gamme que Jean-Michel parce que ça a été disponible, ça, au marché Centre-Ville vendredi. Écoute, quand c'est marqué limite de 4 par client, normalement, je me dis c'est tout le temps un bon produit. Bon. Diversion,
diversion de Montréal. On parle ici d'une double IPA de style Nouvelle-Angleterre. Écoutez bien ça, les petits garçons et les auditeurs auditrices du paddock. Un corps riche avec des arômes explosifs de cantalou, de mangue et de raisin blanc. Et watchez bien la couleur de ça. C'est un jus, les gars, là. Wow. C'est très, très bon. Et bon, c'est sûr et certain qu'on est dans le style New England IPA, donc IPA de la Nouvelle-Angleterre. C'est houblonné, mais ça attaque pas beaucoup, là. On s'entend que c'est le fruit exotique, là. Mangue, cantalou, raisin blanc. Donc, ben, cheers, les garçons. Hey, santé, santé. On a des verres de l'opéra. J'ai sorti mon verre de l'opéra. J'aurais dû sortir le mien. En effet. On s'est pas collé à la shot, mais ouais, c'est vrai. Gab, on s'est connus. C'est ça. On s'est connus ici au Saguenay. Tu as fait art et technologie des médias à Jonquière. Donc, ouais, on a commencé Oui. Puis... On a commencé à triper F1 puis micro ensemble. Fait que ouais, tout à fait. Lors de ton passage. Ben, les gars, ça a été un plaisir de vous jaser de Formule 1. Et de bière, bien sûr. Et écoute, on va reprendre ça pour après le Portugal. Si jamais il y a quelque chose qui se développe là, pour le Canada et que ça s'est développé entre l'enregistrement et la date de diffusion qui est aujourd'hui, jeudi, ben, on devrait faire un petit quelque chose, là, effectivement, là, pour si ça se confirme là, du côté qu'il y en a ou il n'y en a pas. Donc, ce sera à surveiller. Mais merci beaucoup, Jean-Michel Tremblay. Hey, ça a été un plaisir de jaser avec vous autres, comme d'habitude. Et merci de son Abitibi lointaine où il y a de la neige présentement. Gab Dello, un gros merci d'avoir été là. Merci. Aïe, aïe, aïe. Salut les boys. À la prochaine. À la prochaine. Hey, salut. Salut. Bonne